Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radioscope. Un Radioscope qui cette semaine s'intéresse aux institutions, fait qu'il arrive peut-être un peu tard, mais je manque de questions fait pour produire les capsules de Radioscope. Donc encore une fois une invitation, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions que je puisse produire ces merveilleux épisodes que vous aimez tant et que vous ne pouvez vous coucher le soir sans avoir écouté. Bon, fini un peu la vantardise personnelle. Alors, j'ai 4 questions cette semaine à vous soumettre qui m'ont été soumises et que je vais traiter avec vous. Alors, je vais d'emblée comme ça. La première, c'est pouvez-vous préciser et donner des exemples concrets d'institutions informelles versus des organisations informelles? Bon. Évidemment, la question des organisations informelles, on est plus dans l'ordre là, du management public, on est plus dans l'ordre de la gestion, tout ça, des sciences des organisations ou des études des organisations. Quand on parle d'institutions informelles, on voit plus large. Dans les institutions informelles, on va vraiment parler des questions, on va aller jusqu'à parler des questions de culture, de valeurs, qui sont élevées au rang d'institutions. Et qui, parce qu'ils ont une force institutionnelle, ils guident l'action des acteurs. C'est vraiment ça l'idée d'une institution, c'est qu'elle guide, elle façonne, elle forge les actions qu'entreprennent les acteurs. Et faut pas voir ça ici comme étant quelque chose du style elle détermine l'action en tant que telle. Je suis pas très je suis pas un grand fan du déterminisme, mais vraiment les institutions vont guider les actions des acteurs. Alors, par exemple, une institution formelle comme une loi. Mais la loi peut guider l'action des acteurs parce que, par exemple, les lobbies au Canada, pour pouvoir être un lobby, vous devez être enregistré au registre des lobbying. Si vous n'êtes pas inscrit au registre des lobbyistes, et que vous entreprenez ce genre d'action-là, votre action est punissable par la loi. Donc, on voit ici que l'institution guide l'action, c'est-à-dire que si vous voulez faire ça, vous devez vous inscrire au registre. Si vous n'êtes pas inscrit au registre, vous ne pouvez pas agir de cette façon-là. Un autre exemple, c'est, par exemple, le BAP. Au Québec, le BAP vient canaliser un peu les actions en termes d'audience publique, par exemple. Donc, viennent canaliser les actions de certains groupes d'intérêt, certains groupes de défense citoyenne vers un organisme, une institution qui est le BAP. Bon, donc ça, c'est des exemples d'institutions formelles. Dans les institutions informelles, on peut penser à des traits culturels. Par exemple, ou à des normes particulières. Par exemple, comme dans une société comme le Québec, une société où on aime moins le conflit, par exemple. Alors, on va voir, on a vu nos étudiants avec le printemps arabe, il y a un peu plus d'un an de ça. Mais hormis ça, c'est des événements qui sont très particuliers. Au Québec, on a peut-être quelques démonstrations de la sorte, mais habituellement, l'action des acteurs, comme on est moins porté sur le conflit au Québec, nos actions sont plus de l'ordre de représentation dans des audiences publiques, par exemple, auprès de députés, etc., d'influence auprès de la fonction publique que de l'ordre de la marche dans la rue, comme on voit à Paris, par exemple, où il y a quelques marches par jour, en tout cas quelques marches par semaine, très certainement. Donc, on voit ici que les questions culturelles qui sont élevées au rang d'institution viennent tout de même forger l'action. Et les organisations informelles, ça c'est autre chose. C'est par exemple des cercles d'amis, c'est des organisations, des groupes de citoyens qui s'organisent de façon très ponctuelle, mais qui ne sont pas nécessairement officiellement reconnus, qui sont pas inscrits, ils font pas un groupe officiel, mais bien un groupe momentané pour pouvoir produire quelque chose. Donc ça c'est des exemples d'organisations informelles. Mais je ne vais pas trop loin dans la notion d'organisation informelle parce que c'est pas tellement l'objet du cours. Mais ça vous donne au moins une bonne idée de ce qu'on entend par institution informelle. Dans une autre question, on me demande est-ce que une institution informelle
peut exister si elle n'émane que d'un seul individu dans l'organisation. Donc, on donne un exemple. Un gestionnaire qui seul dit qu'une règle non écrite qui peut être sanctionnée si elle n'est pas respectée. Bon, c'est-à-dire, est-ce qu'un seul individu, est-ce que ça peut émaner d'un seul individu? Non, pas. En fait, non. Ça peut pas. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas un individu qui fait la norme ou qui fait l'institution informelle. C'est le fait qu'un ensemble d'individus vont partager cette institution-là. Et c'est ça vraiment le point important dans la notion d'institution informelle. Il faut que ce soit partagé par d'autres acteurs. Donc, si le gestionnaire, par exemple, émet une règle, personne ne la suit, pas vraiment de conséquences, tout le monde s'en fout encore, les gens vont plutôt contester cette règle-là que le gestionnaire essaie d'émettre en fonction des règles formelles qui existent. À ce moment-là, non, même si le gestionnaire se débat corps et âme pour imposer sa règle, si les gens la contestent et que personne ne la respecte, il n'y a pas d'institution ici, il n'y a rien. Par contre, si le gestionnaire émet une règle non écrite, je ne sais pas moi, par exemple, on dit que les employés qui voyagent ont le droit de se faire compenser leur temps de voyage durant le week-end. Et que là, vous avez un gestionnaire qui dit « Moi, quand vous voyagez le week-end puis le soir, je ne reconnais pas votre temps, je ne vous paye pas du temps supplémentaire. Et si vous voulez contester, ben vous allez perdre votre droit de voyage. » Ben, si tout le monde accepte cette règle-là, donc partage la règle, à ce moment-là, oui, ça devient une institution informelle qui est somme toute plus forte qu'une institution formelle, puisque même s'il y a une règle qui dit qu'on doit compenser le temps de voyage en dehors des heures de travail, ben tout le monde respecte plutôt la règle du gestionnaire qui dit non, moi je reconnais pas ça. Donc dans un contexte comme celui-là, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une institution informelle est une institution informelle, non pas parce qu'elle émane de quelqu'un, mais parce qu'elle est partagée par un ensemble d'individus. On dit, dans la précédente séance du module, il a été mentionné que les acteurs des processus de politique publique étaient de plus en plus du palier dit international. Donc, c'est-à-dire qu'on voit une force internationale qui a un impact aussi sur les politiques nationales. Et on dit, conséquemment, on peut supposer que les institutions tant formelles qu'informelles sont aussi traversées par des règles, des normes et des codes internationaux. En fait, c'est-à-dire que les règles, les normes et les codes internationaux sont en soi des institutions. Hein? Et donc, on dit comment se juxtapose cette influence sur les spécificités nationales des processus de politique publique. Comment insérer cet aspect lors de l'analyse des différences nationales entre les politiques publiques d'un domaine donné. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que je vais donner deux exemples. Un exemple d'institution informelle, un exemple d'institution formelle. Dans l'exemple d'institution informelle, il y a tout le courant altermondialiste, avec toutes les valeurs que ce courant-là porte avec lui. Et donc, quelle va être l'influence sur les politiques nationales d'un mouvement comme celui-là? Ben, c'est le fait que vous allez voir des acteurs qui vont venir imposer des actions dans le processus de politique publique nationale, de façon à ce que les politiques nationales qui sont en développement ou qui existent mais qu'on veut changer, ben qu'on puisse justement influencer le parcours de ces processus de politique publique-là. C'est-à-dire, si on est dans une politique qui est en émergence ou en formulation, eh bien, vous avez des groupes altermondialistes qui vont faire des pressions sur le gouvernement, mais aussi sur d'autres groupes locaux pour donner une certaine direction à la politique ou encore pour aider à faire émerger une politique. Si la politique est déjà en œuvre, ben, ces groupes-là vont faire pression, encore une fois, sur le gouvernement, sur les médias, sur des groupes locaux, pour qu'on puisse obliger le gouvernement à modifier les politiques en place pour qu'elles soient plus conformes aux valeurs d'un mouvement altermondialiste. Ensuite, d'un autre côté, si on regarde des règles plus formelles, on apprend aujourd'hui, par exemple, que le gouvernement du Canada signe un accord de libre-échange. Ça, ce sont des institutions, il y a tout un ensemble de règles qui viennent avec un accord comme cela, ce sont des institutions formelles internationales. Et à ce moment-là, ces règles-là obligent le gouvernement à modifier ses propres règles, mais aussi ses politiques commerciales en fonction de ces nouvelles règles-là. Donc, c'est de cette façon-là que ça vient jouer. Et là, si on veut faire une analyse des différences nationales, ce qu'on va voir, par exemple, c'est dans quelle mesure un État ou l'autre va modifier ses politiques nationales pour respecter ces règles internationales-là. On peut le voir aussi dans l'aide internationale. Dans quelle mesure un pays
qui reçoit de l'aide internationale va modifier ses politiques nationales en fonction des règles imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Dans l'Union européenne, par exemple, on sait que dans certains domaines, l'Union européenne va imposer des directives, et là, on peut aller vérifier dans quelle mesure les pays membres, les États membres, vont adopter ces directives-là ou vont modifier leur politique de façon à les rendre conformes avec les directives. Donc voilà différentes façons dont on peut analyser tout ça et qui restent, somme toute, très intéressantes. Et même ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir dans quelle mesure des pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne vont quand même modifier leur politique nationale pour les rendre peut-être plus conformes aux directives de l'Union européenne, quand même bien qu'ils ne sont pas membres. Et ça, je serais prêt à vous parier qu'on pourrait être étonné du résultat d'une analyse comme celle-là. On me demande par la suite, une autre question, on me demande, tel que vu, les fonctionnaires et les élus font partie des groupes d'acteurs des processus de politique publique. Tout à fait vrai. Ils sont aussi impliqués spécifiquement, bien que traversés par les normes, les valeurs, les codes informels dans les institutions formelles. Ouais. Oui, d'accord. Est-ce que l'on peut déduire que ces acteurs peuvent avoir une influence double, multipliée et plus importante dans les processus de politique publique, intervenant à la fois comme acteurs et comme composants d'une institution? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une institution, c'est une institution. C'est pas l'institution qui... l'institution va guider l'action, mais elle n'est pas la précurseur de l'action. Elle ne fait pas l'action en mouvement. Elle n'est pas l'action en tant que telle, l'institution. Elle crée un cadre dans lequel l'action peut prendre son sens. L'action peut se développer, peut se déployer, devrais-je dire. Et donc, les acteurs ici, quand ils sont fonctionnaires ou quand ils sont élus, ils peuvent avoir des valeurs qui leur sont propres. Ils vont influencer le processus de politique publique dans la même mesure que n'importe quel autre acteur parce qu'ils entrent dans ce cadre institutionnel. Ils entrent tous dans le même cadre institutionnel, formel, et bien que les valeurs soient différentes, ils vont tenter d'influencer. C'est le fait que les valeurs sont différentes dans un cadre institutionnel formel qui fait que ces acteurs-là vont tenter d'influencer de manière différente le parcours des politiques publiques. Mais à un moment donné, bon, il va y avoir un certain compromis qui va être fait, parce que sinon, il n'y aura jamais de politique publique. Donc, il n'y a pas... mais est-ce qu'ils peuvent avoir, par contre, plus d'influence que d'autres acteurs? Pour ce qui est des fonctionnaires, c'est pas tout à fait évident en ce moment, parce que les recherches sur le rôle des fonctionnaires dans les processus de politique publique sont encore émergentes et on a peu de résultats sur cette question-là. Par contre, le rôle des élus, oui, il est beaucoup plus important, souvent, dans un système comme ce qu'on connaît au Québec et au Canada, où là, le gouvernement a un rôle plus grand à jouer dans le développement des politiques publiques que aux États-Unis, par exemple, ou dans une société pluraliste, le gouvernement est très, très, très influencé par les groupes d'intérêt, les lobbies, dans le développement de ces propres politiques-là. Parce que c'est pas tant les fonctionnaires qui développent les politiques publiques aux États-Unis que les élus, en fait. Et ces élus-là, souvent, vont se former des équipes avec lesquelles ils vont travailler. Ces équipes-là, souvent, proviennent de divers groupes d'intérêt, ou encore, vous allez avoir des groupes d'intérêt qui formulent des politiques et qui demandent à des sénateurs ou à des membres de la Chambre des représentants de bien vouloir faire adopter ces politiques-là par le président. Vous allez avoir aussi le président et ses secrétaires qui sont aussi très soumis à l'influence des groupes d'intérêt. Donc, ici au Canada, le gouvernement, les élus vont avoir un rôle plus important à jouer dans la formulation en œuvre des politiques publiques, ça c'est sûr, mais c'est pas du fait qu'ils ont un double rôle ou un double rôle institutionnel, c'est vraiment, tout le monde fait partie du même cadre institutionnel formel. Ils auront des valeurs, par contre, qu'ils voudront débattre. Faut pas oublier que les élus représentent aussi des valeurs, parce qu'ils sont élus là, parce qu'il y a une majorité des gens qui partageaient certaines valeurs avec eux. Donc, ils ont un rôle important, mais ils sont pas les seuls à jouer ce rôle-là. Et leur rôle vient du fait qu'ils vient de leur position, je dirais, dans le processus de politique publique, plus que le fait qu'ils sont comme une double institution. Voilà. Alors, écoutez, c'est les seules questions que j'avais pour cette semaine, pour cette capsule sur les institutions. J'espère avoir bien répondu à vos questions et j'attends vos questions pour le prochain module. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et amusez-vous bien.